Nouvelle journée de mon calendrier de l'Avent, même boîte, nouveau papier. Alors comme d'hab, maintenant vous avez l'habitude, je vais choper au sort, oh là là, il y a plein de paillettes, je vais choper au sort un petit papier, le voici. Je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Mon parcours. C'est vrai que vous avez été très nombreux à me poser des questions, à me dire « Mais comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait comme études ?» Et ben voilà, c'est l'occasion d'apprendre à mieux me connaître une fois de plus. Alors, par quoi je vais commencer? J'ai suivi un parcours à peu près, j'ai suivi un parcours normal. Donc, c'est bon, comme tout le monde, j'ai fait primaire, collège, lycée. Au lycée, je suis allé, comme je vous l'ai dit, dans un lycée privé. Et si vous voulez, moi, je suis quelqu'un. Alors, ouais, ça aussi, c'est vrai que c'est en lien. Si vous voulez, j'étais quelqu'un, j'étais très sérieux. Alors pas en cinquième, parce qu'en cinquième j'ai rencontré ma meilleure amie, je séchais beaucoup les cours, j'écoutais pas, j'étais un peu cancre, j'étais ami avec celle que tout le monde disait la racaille du collège, mais ça m'allait bien parce qu'au moins elle me défendait. Donc la cinquième, non, c'était une année vraiment où j'étais turbulent. Mais après, à partir de la quatrième, j'étais extrêmement sérieux. J'ai toujours fait mes devoirs avec beaucoup de sérieux. J'étais, comment vous dire, j'avais besoin de beaucoup travailler pour obtenir des notes correctes, très correctes. C'est-à-dire que moi, je voyais par exemple ma sœur qui avait beaucoup de facilité. Genre, elle apprenait quasiment pas sa leçon, ou elle la travaillait juste la veille, elle la lisait 3-4 fois, et elle se tapait un 17 ou un 18. Moi, j'avais besoin d'apprendre par cœur, sinon j'avais peur en fait de pas maîtriser. Alors en fait, là, en parlant, je me rends compte que cette peur, elle est toujours là. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de ne pas maîtriser les choses, c'est très bizarre. Et j'avais peur de pas maîtriser, donc il fallait que je connaisse par cœur, et alors j'avais une mauvaise mémoire, alors parce qu'il faut que vous sachiez que quand j'étais petit, à 7 ans, en classe, j'ai fait ma première crise d'épilepsie. J'ai été gravement épileptique. J'ai été épileptique de 7 à 13 ans. Donc en fait, une crise d'épilepsie, c'est les neurones qui s'entrechoquent. Et le cerveau, en gros, alors je vais pas l'expliquer avec des mots scientifiques, je l'expliquais comme je le vivais, le cerveau, le corps pète un plomb, le corps se met à trembler, on ne peut plus parler, on avale sa langue, les yeux se révulsent, c'est très impressionnant, ça fait très peur pour la personne qui est là, mais c'est très impressionnant et ça fait très peur aussi pour celui qui le vit, parce qu'on ne peut plus parler, on peut pas appeler à l'aide, on peut plus bouger, on sait pas, ça dure 2-3 minutes, mais on a l'impression que ça dure une éternité, et si vous voulez, apparemment, ça crée des chocs dans le cerveau, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut pas d'excitant, normalement faut pas fumer, faut pas d'alcool, faut pas boire de café, faut pas boire de thé, faut pas jouer aux jeux vidéo, faut pas regarder la télé trop longtemps, faut pas regarder l'ordinateur trop longtemps. Donc je faisais des crises d'épilepsie, et j'avais donc, je pense les médecins disaient que c'était ça qui pouvait me créer un manque de mémoire, un manque de concentration. Voilà, ça me rendait nerveux, et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez nerveux. Je bégaye un peu quand je vous parle parce que c'est difficile, même moi c'est des choses dont je parlais plus et que je parle pour la première fois, donc je suis moi-même un peu perturbé, je suis désolé, ne m'en voulez pas de bégayer. Et donc tout ça pour dire, je vous expliquais pourquoi ils m'ont mis dans un lycée privé, parce que forcément plus petit effectif, plus de concentration, les professeurs étaient plus là pour nous. Et donc j'ai fait un parcours littéraire, parce que j'étais une bille en mathématiques. Mais quand je vous dis une bille en mathématiques, c'est qu'il y a nul et il y a nul. Je ne comprenais rien. J'essayais. Des fois, j'essayais. Je me disais, allez, j'écoute. Je vais bien écouter en classe. Mais je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi truc divisé par truc au carré de ça, entre parenthèses de ça, puissance ça était égal à ça. Alors que des fois, c'était pas logique. Ce n'était pas logique pour moi. C'était du chinois. C'était comme si c'était une autre langue. Alors moi, mon père, avant qu'il ouvre sa société, il était prof de maths. Il était prof de maths à l'IUT. Donc avec un père qui, quand tu le vois en vacances, il s'achète les livres baccalauréat, spécialité mathématiques, et il fait les exercices, me disait-il, pour passer le temps par plaisir, par passion. Oh, mais comment peut-on faire ça en détente? Enfin bref. Et donc moi, mon père, il s'énervait à l'époque. Il s'énervait, il comprenait pas. Mais non, je comprenais pas. Et toujours à l'heure d'aujourd'hui, heureusement que la calculatrice existe, je peux faire une soustraction, je peux faire une addition. Faut pas me demander une formule. Et même, je m'en souviens, même en cours de maths, quand j'essayais, je m'étais dit, je vais tricher. Je me marquais toutes les formules je sais même plus comment on appelle ça, des théorèmes, des machins. Toutes les formules, je me les mettais dans la trousse. Même avec les formules, ça me servait à rien de tricher. Je ne pouvais pas appliquer. C'était dramatique. Mais résultat, j'ai tellement mis de la bonne volonté, mais j'y arrivais pas qu'au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. En seconde, je me suis dit, je suis en L, je vais me focaliser vraiment sur toutes les matières littéraires pour être au top et avoir un maximum de points parce que les coefficients étaient élevés en matière littéraire. Et tant pis, les maths, je fais comme si ça n'avait
jamais existé, je pars du principe que j'aurai 0. Bon, moi c'était que coefficient 2, donc fallait vraiment que j'excelle dans les autres matières. Ouais, ma mère avait même arrêté, si elle m'avait donné quand même des cours de maths, parce qu'on passait le bac maths en première, puisque le littéraire c'était en terminale, et je me souviens, en première, j'avais 1,5 de moyenne. C'est-à-dire que je rendais copie blanche à chaque fois. Mais le prof le savait, hein. C'est-à-dire qu'il savait que c'était même pas de la mauvaise volonté, il savait que j'y arrivais pas, qu'il y avait trop de lacunes depuis tant d'années, depuis la 6e. Et je pense qu'il y a des personnes, il y a des enfants, des ados je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dedans, et que moi, j'étais beaucoup plus, par exemple, j'avais des 17, des 18 en philosophie. Je faisais 7, 8 pages, c'est pas la quantité qui fait la qualité, mais je me lâchais, j'adorais les thèses, les antithèses, les synthèses, les arguments, et Spinoza, il a dit ça, et Nietzsche, lui, il pense ça. Ça, j'adorais philosopher. Parce que déjà, je philosophais avec ma meilleure amie, on se retrouvait, je buvais un peu d'alcool en cachette, mais pas trop, ça nous bourrait un petit peu, et on était là, t'imagines qu'il y a un univers, un monde, mais peut-être qu'en fait, nous sommes une poussière, une cellule d'un être humain plus grand, et qu'on fait partie de... Bref, j'adorais partir dans des délires pas possibles, mais alors les plus, les divisions, les machins, les hypoténuses, c'était pas du tout mon truc. Et tout ça pour dire que j'avais 1,5 de moyenne toute l'année en mathématiques, et au bac, ce que j'ai fait, je me suis dit, autant jouer le tout pour le tout, je vais inventer mes propres mathématiques, je vais inventer, ne vous servez pas de ce que je dis comme exemple, s'il vous plaît. Je vais inventer mes propres théorèmes, mes propres calculs. Donc je me suis dit, écoute, après tout, s'il faut obtenir ça comme chiffre, je vais faire mes propres calculs, je vais faire mes propres trucs, je vais inventer mes propres trucs. Et j'ai eu 5. Je n'ai jamais eu une aussi bonne note de toute ma vie. Quand mon prof de maths m'a croisé après les résultats, il m'a dit félicitations Samuel Zira. Il était bluffé que j'ai eu 5. 5 ! C'est la moitié de la moyenne. C'est énorme, c'était énorme pour moi. Et ce bac, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'alors, qu'est-ce que je voulais pas le passer. J'étais un stressé de la vie, Je bûchais, je travaillais tous les soirs des heures, à pleurer, à me rendre malade. J'étais même allé voir un psy à l'époque, l'année du bac. Ma mère je lui avais demandé de m'envoyer voir un psy parce que j'étais trop stressé, j'en pleurais, je n'arrivais plus à vivre tellement j'avais peur pour ce bac. Et le psy à l'époque m'avait dit, je peux rien pour vous, c'est pas un gros problème. Ok, vous pouvez rien pour moi, mais bon, ça m'avait même vexé à l'époque. Mais bon, bref, j'avais fait qu'une séance. J'avais peur de pas l'avoir ce bac. Pour moi, si je l'avais pas, c'est que j'étais incapable. Pour moi, c'est que j'étais nul. Alors que pas du tout, hein, mais dans ma tête, c'était ça à l'époque. Et ce bac, je l'ai eu. Je me souviens, je suis allé voir les résultats. Je pensais pas l'avoir et j'avais dit à ma mère, je lui ai dit, maman, je te préviens. Si je n'ai pas mon bac, je ne redoublerai pas, je ne referai pas une terminale. Il est hors de question que je repasse tout ce que j'ai passé, tout ce stress. Si je ne l'ai pas, j'arrête. Je m'en fous de pas avoir le bac. Je monte à Paris comme je le veux depuis tant d'années et je veux intégrer le cours Florent parce que c'était mon rêve. Elle m'a dit, écoute, ça c'est notre sujet, on en reparlera. On va voir les résultats. Je vois pas mon nom, j'étais stressé et là je vois mon nom. J'ai mon bac. Je n'y croyais pas. J'ai pas eu de mention. Je m'en fous. Pas forcément, je partais avec un handicap. Même si c'était des petits coefficients, j'avais des notes tellement pourries que forcément je partais avec un handicap. Mais j'ai eu mon bac. J'ai pas eu de mention comme je vous le dis, mais c'est pas grave parce que pour moi l'essentiel c'était juste d'avoir mon bac. Et j'ai donc pu partir à Paris. Je suis parti à Paris pour réaliser mon rêve parce que c'était la condition. Mon rêve à l'époque c'était de devenir comédien et je voulais intégrer cette grande école, cette prestigieuse école qui était le cours Florent. L'école par laquelle sont passés tant d'acteurs, tant d'humoristes, tant d'acteurs de la comédie française. C'était mythique, quoi. C'était mon Broadway, c'était mes États-Unis, c'était mon Graal. Parce que toute ma vie, je ne vivais que pour ça. Et puis, je pense qu'inconsciemment, alors j'étais très timide, hein, très renfermé sur moi-même, donc je sais même pas pourquoi je voulais être comédien. Et vous allez voir, je vais vous raconter une anecdote de ouf, parce que j'ai passé le concours donc pour intégrer cette fameuse école, les cours Florent, et je me souviens d'un exercice qu'on devait faire pendant le concours. On devait en fait mimer, jouer un animal, mais on ne devait pas jouer un animal, on devait être un animal, se comporter comme un animal, vivre l'état de l'animal. Moi qui étais timide, comme c'est pas permis, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Je me suis trompé de voie, j'ai envie de faire ça. Je veux en faire mon métier, mais je peux pas, c'était plus fort que moi, j'avais honte. Honte du regard des autres, honte, peur du jugement. Et je les ai vus tous faire leur truc, ils avaient tous un petit peu d'expérience. Et au moment où vient mon tour, elle me dit allez Samuel, c'est à toi, donc toi tu vas faire le chien. Mais comment est-ce que je pouvais faire le chien? Un chien qui se roule, qui aboie, qui tire la langue devant tout le monde, des gens que je connaissais depuis 2 jours. C'était pas possible. Et je lui ai dit, je peux pas. Je lui ai dit, excusez-moi madame, je suis complètement bloqué, je ne peux pas. J'étais à 2 doigts de pleurer. Et elle m'a dit, si tu ne peux pas, c'est très simple, la porte elle est là-bas, tu rentres chez toi et tu peux dire au revoir au cours Florent. Et je suis parti. J'ai pris la porte, je suis parti. Je suis rentré à mon hôtel. Je me suis effondré. Mon rêve s'effondrait.
Toute ma vie s'effondrait à ce moment-là. Depuis tant d'années, j'avais mis tant d'espoir depuis que j'étais gamin. Depuis que j'étais gamin, déjà petit. Déjà petit, je jouais la comédie déjà petit. Je faisais le metteur en scène déjà petit. Je disais à ma sœur, je la prenais comme une actrice et je lui disais quoi faire. D'ailleurs, si je retrouve la vidéo, je vous la mets. Bonjour. Comment un jeune homme rencontre une fille dans ses environnements régionaux? Oui, mais monsieur. Non. Lumière d'arrivée. Lumière romantique. Et le tour est joué. Il n'y a que marcher. Dites oui. Oui, si. Nous allons organiser un bal. Vous voyez, je vous mens pas. C'était vraiment mon rêve depuis que j'étais gosse. C'est pour ça que tout s'est écroulé. Et j'ai appelé ma mère en pleurs. Et là, ma mère m'a parlé comme jamais elle m'a parlé. Elle m'a dit, Samuel, c'est ton rêve depuis que tu es tout petit. Tu as fait tout ça, tout ce chemin pour en arriver là. Tu es à Paris, tu as ton hôtel pour passer ce concours. Tu y retournes, tu t'excuses au professeur, tu t'excuses devant les élèves et tu fais le chien. J'ai écouté ses conseils, j'ai quitté l'hôtel, j'ai repris le métro, je suis retourné en classe, ils étaient en plein cours. J'ai ouvert la porte, tout le monde m'a regardé, pas un mot, pas un bruit. Je regarde le prof et je lui dis, écoutez-moi bien, vous voulez que je fasse le chien? Je vais vous faire le chien, allons-y. Je me suis mis au milieu de tout le monde et je l'ai fait. J'étais rouge écarlate, mais je l'ai fait. Alors je l'ai peut-être pas bien fait, ça je ne sais pas, je me souviens plus de ce qu'elle m'avait dit, mais l'important c'était pas de l'avoir bien fait ou pas, mais j'ai réalisé en fait que l'important c'était simplement de le faire, et que l'important c'était d'aller au-dessous de ce qu'on est capable de faire, et d'aller toujours plus loin, de se pousser dans ses retranchements, et qu'il fallait arrêter d'avoir honte, et qu'il fallait surtout arrêter d'avoir peur du jugement des autres, et de ce que pensent les autres de soi. Et ce cours Florent, je l'ai fait pendant 3 ans, et pendant 3 ans ça a été une thérapie. Et puis pendant que quand je suis rentré en 2e année au cours Florent, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis tombé amoureux. Quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi, qui avait 10 ans de plus que moi. Il avait 30 ans à l'époque. Et je voulais travailler, je voulais lui montrer que moi aussi je pouvais gagner mon argent. J'avais marre de compter sur mes parents, j'en avais marre de compter sur lui. Je voulais vivre ma propre vie. Et en parallèle de mes études au cours Florent, j'ai commencé à travailler dans le monde du luxe. Et à l'époque, je rêvais de travailler dans les cosmétiques parce que j'adorais ça. Et j'avais fait une lettre de motivation, je me souviens, au Sephora des Champs-Élysées. J'avais aucune expérience, j'avais jamais vendu de ma vie, j'avais même pas travaillé pendant un été au McDo. Alors, j'y connaissais strictement rien, mais je sentais que je pouvais faire quelque chose, que j'en avais envie. J'ai fait cette lettre de motivation à Sephora, j'ai parlé avec mon cœur. J'ai dit voilà, je sais que j'ai pas d'expérience, mais s'il vous plaît, donnez-moi ma chance, je suis tellement passionné, j'apprendrai sur le tas, je saurai faire preuve. Je sais plus ce que j'avais dit, mais j'avais parlé avec mon cœur, je l'avais fait lire à mes parents m'avaient dit oui, fais attention, une lettre de motivation, ça s'écrit pas comme ça, faut être beaucoup plus formel, ça peut mal passer. Mais je m'étais dit c'est pas grave, je vais l'envoyer quand même parce que c'est mon cœur qui parle, donc je vais l'envoyer. J'avais été pris. Et là, oh là là, mais alors quand t'as 20 ans, que tu travailles au Sephora des Champs-Élysées sur la plus belle avenue du monde, là j'ai découvert un métier qui m'a plu, c'était la vente. Et vraiment, je me suis plu, j'ai appris à maquiller, j'ai appris sur le tas. Je me souviens au départ, on m'avait dit, j'arrive mon premier jour, on me met une trousse avec des pinceaux. Je leur dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? On me dit, bah tu vas maquiller. Test de fond de teint, si on te demande un trait d'eyeliner. J'avais jamais maquillé de ma vie. Comment j'allais faire pour mettre du fond de teint? Un eyeliner, j'avais jamais mis de trait d'eyeliner. Et j'ai tout appris sur le tas. Et j'avais envie de travailler dans le monde du luxe, toujours en parallèle de mes études. Donc je vais vous la faire en cours, parce que sinon ça pourrait prendre des heures. Donc j'ai travaillé pour Givenchy en tant que vendeur pour Givenchy, donc prêt-à-porter et haute couture. J'ai travaillé également, après j'ai évolué dans ce secteur-là. J'ai été responsable après dans un Sephora. Je suis retourné chez Sephora, j'ai travaillé chez Sephora. Je me souviens, c'était à la boutique du Cours Saint-Émilion dans le 12e arrondissement à Paris. J'étais responsable de la marque Sephora. Donc j'avais sous ma responsabilité une vendeuse, c'était la première fois. J'y ai fait des erreurs, j'y ai appris aussi. C'était très intéressant, hein. J'en garde des très très bons souvenirs. Mais après, je voulais retrouver le monde du luxe. J'ai eu la chance d'intégrer la maison Burberry, pour laquelle j'ai été assistant store manager de 3 boutiques au Printemps Homme. Après, je voulais être directeur j'ai toujours en fait voulu avancer très vite, hein. J'ai été engagé en tant que directeur de la boutique Chloé du Printemps Haussmann. Donc j'étais directeur de ma propre boutique, enfin. Tout ce dont j'avais rêvé depuis tant d'années, être directeur de ma propre boutique à mon âge. J'étais jeune. Mais c'était pas ce qui me ressemblait. J'adorais ce que je faisais, j'adorais le monde du luxe, j'ai toujours aimé le beau. Mais c'était pas ce pourquoi j'étais venu à Paris. Et donc les médias me manquaient et j'ai quitté, je dois le dire, hein, j'ai quitté un très beau salaire parce qu'en tant que directeur de boutique dans le luxe, je gagnais très
bien. J'ai quitté un beau salaire et un beau poste à responsabilité. J'ai quitté un beau CDI du jour au lendemain. Je gagnais très bien ma vie. J'ai quitté tout du jour au lendemain pour pouvoir faire mon rêve parce que je me suis dit en fait, si je continue sur cette voie-là de la vente de luxe, si je me mets pas à 100% dans les médias, j'y arriverai jamais. Il faut que mon esprit soit à 100%. Et je me souviens, je gagnais mes 3 francs 6 sous. Je ne pouvais plus vivre comme je vivais. Je n'allais plus chez le coiffeur parce que pour moi, un coiffeur, c'était cher. 25 balles dans un coiffeur, ça devenait trop cher. Donc j'ai quitté tout mon confort pour pouvoir vivre enfin mon rêve. Et c'est très dur quand tu te dis je quitte tout ce confort parce que tu sais pas ce que tu vas avoir. Tu peux plus rien t'acheter, tu peux plus te faire de plaisir. C'est mes parents qui m'aidaient, c'est ma mère qui me payait mes billets de train pour aller les voir. Mes amis me disaient bah viens on sort en boîte, viens on sort, on va boire. Non, je pouvais pas, je pouvais même pas me payer un verre d'alcool parce qu'il fallait que je garde ces 8 balles, ces 8 euros, c'était un repas, c'était les repas de ma journée. Et j'ai quand même tout lâché pour tenter ma chance. Je voulais retrouver mon premier amour, je voulais retrouver les médias, je voulais retrouver ce qui m'animait, créer, faire de l'animation. Et comme j'étais attiré par tout ça, j'ai fait quelques petites émissions. J'ai participé au Dîner Presque Parfait. C'était une édition spéciale, c'était en 2013, ça s'appelait Un Dîner Presque Parfait, ce soir on dort chez toi. D'ailleurs, j'avais gagné, j'ai cuisiné des homards pour ceux qui se souviennent, la vidéo elle est peut-être encore disponible sur internet. J'ai honte de rien parce que je vous l'ai toujours dit, j'assume tout, ce que j'ai fait dans mon passé et ce qui m'a conduit à être et à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait Un Dîner Presque Parfait, j'ai fait une émission sur le relooking qui s'appelait Le Meilleur Relooker qui devait être diffusé sur TF1 mais qui avait été diffusé sur TMC. J'avais fait La Maison du Bluff, le poker, parce que c'est vrai que je jouais au poker, mais bon, j'étais pas un as du poker, mais bon, j'étais attiré, je voulais voir comment ça se passait de l'extérieur, j'étais attiré par ce monde de la production et le seul moyen de voir comment ça se passait, c'était en fait d'y être. Et j'observais, je les observais, je les regardais, je me souviens pendant le Dîner Presque Parfait, j'observais les journalistes, les techniciens, les caméramans, la directrice de prod, et je les regardais, j'avais tellement envie d'être à leur place. Je me disais, mais c'est ça que je veux faire en fait. Suite à ça, j'ai eu la chance d'intégrer une chaîne télé, bah alors sur le câble, fallait avoir le câble, fallait avoir CanalSat. C'était une chaîne dédiée aux people et à la télé-réalité et j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, parfois presque 3, sur une émission consacrée à la télé-réalité, une quotidienne dans laquelle pendant 30 minutes avec d'autres chroniqueurs en plateau et un animateur on débriefait la télé-réalité. Donc peut-être que vous voyez pour certains déjà vu là-dedans à l'époque. C'est là où j'ai vraiment démarré et c'est là où j'ai vraiment commencé à parler télé-réalité et à cultiver en gros mes connaissances en télé-réalité puisqu'on préparait les émissions tous les matins et je me suis pris alors j'étais consommateur de télé-réalité, je regardais la télé-réalité avec grand plaisir. Je voulais même en faire moi aussi de la télé-réalité quand j'étais plus jeune, c'est ma génération, c'est ce qui m'a fait rêver quand j'ai découvert le Loft. Et j'ai fait mes armes sur cette chaîne pendant 3 ans. Et un jour, j'en ai eu marre. Je vais parler vraiment comme je l'ai vécu. J'en ai eu marre. J'avais envie d'avoir des responsabilités. J'avais envie de développer mes propres projets. J'avais envie d'avoir ma propre émission. Donc je me suis dit, il y a 2 solutions. Soit tu vas au travail et tu subis quelque part. Parce que tu sais, quand tu vas au travail et que tu as d'autres aspirations, mais on te fait comprendre que on te permettra pas d'y accéder tout de suite, ça frustre. Donc il y a 2 solutions. Soit tu vas au travail frustré, soit tu décides de monter ta propre émission, de monter ce qu'il y a dans ta tête et de ne plus être frustré. C'est ce que j'ai fait. Et à l'époque, j'avais ce concept, je me disais, je trouvais que les gens qui parlaient de télé-réalité, je ne vise personne en particulier, je parle des médias ou des émissions qui existaient même à la télé, c'était tout le temps dans la déconnade, c'était tout le temps ultra dans le divertissement. Je trouvais que les candidats de télé-réalité n'étaient pas pris au sérieux à leur juste valeur. Je trouvais qu'il n'y avait pas, et c'est vrai, il n'existait pas de véritable émission, de programme de talk-show sérieux dans lesquels les candidats, les personnalités de la télé-réalité pouvaient s'exprimer librement, pouvaient parler de leur histoire, de leur vécu, de façon sérieuse. Et j'ai eu l'idée de créer cette émission en toute intimité. Je me suis dit, mais en fait, ces candidats de télé-réalité, moi, j'ai envie de les traiter comme je traiterais un écrivain, comme je traiterais Christina Cordula, comme je traiterais un chanteur, comme je traiterais un acteur. C'est pas parce qu'ils font de la télé-réalité qu'ils méritent d'être moqués, qu'ils méritent d'être rabaissés, parce que ce sont des êtres humains. Parce que s'ils ont fait ça, s'ils en sont là, c'est qu'ils ont une histoire, ils ont peut-être des blessures, ils ont un vécu, ils ont un passé, peut-être douloureux, je ne sais pas. Souvent, d'ailleurs. Ils arrivent pas là par hasard. Et je me suis dit, j'ai envie de gratter, moi, tout ça. J'ai envie de leur donner la parole. J'ai envie d'aller dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'est né En Toute Intimité. Le pari, c'était ça passe ou ça casse. À l'époque, beaucoup de gens m'avaient dit, beaucoup de professionnels, même dans le milieu, m'avaient dit, ça marchera jamais, ça ne marchera jamais, tes émissions, c'est trop propre. Et on m'avait dit, je me souviens, mais la télé-réalité, c'est sale, il faut que ce soit un peu trash, il faut que ce soit dans l'image, il faut que ce soit moins propre, il faut que ce soit plus vulgaire. Non, pas pour moi. Moi, j'avais pas cette image-là, j'avais pas cette vision-là. Je me suis dit, je vais pas écouter ce qu'on me dit, je vais le faire quand même, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Et puis l'histoire, après, vous la connaissez. Après, il y a eu Websam, il y a eu 24 heures avec, il y a eu mes différents concepts, il y a En Toute Intimité qui est toujours là, presque 3 ans après.
démarré. Et vous surtout. Parce que j'ai démarré ma chaîne YouTube, faut savoir que elle a été créée en 2011 parce qu'elle est liée au compte Gmail. Et quand on crée le compte Gmail, forcément, ça lie la chaîne YouTube que si tu la crées. Donc elle a été créée en 2011, mais je ne l'ai pas exploitée de 2011 en 2015. Ma première vidéo en toute intimité, je l'ai postée le 26 avril 2015. Ça fait donc 2 ans et demi que j'exploite cette chaîne YouTube et que l'histoire s'écrit avec vous. Parce qu'en 2 ans et demi, on est 700 000. Plus de 700 000. Je sais pas si vous imaginez, je ne réalise pas moi-même. C'est terrible, c'est fou. J'ai commencé, j'avais 0 abonnés. 0. Et là, on est 700 000. On est en route vers le million. Ça veut dire que vous avez adhéré. Ça veut dire que les valeurs, les principes, le sensationnel, parce j'estime qu'on peut parler de tout. On peut traiter quelqu'un de connard, on peut traiter quelqu'un de pute, on peut traiter quelqu'un d'enculé en y mettant des formes. Voilà, pour moi, il y a le fond et la forme. On peut tout dire en y mettant des formes. Et ben, je suis content parce que vous êtes nombreux à me témoigner votre affection et vous êtes nombreux à me dire que quotidiennement, vous checkez ma chaîne pour voir si j'ai pas sorti des nouvelles vidéos. Et si je reçois énormément de messages d'abonnés qui me disent je suis à l'hôpital, j'ai traversé une période difficile, je suis dans une rupture douloureuse, ou alors ça se passe mal avec ma famille et heureusement qu'il y a tes vidéos parce que tous les jours je vais les checker, tous les jours ça me donne du baume au cœur, ou alors même ceux qui n'ont pas de problème personnel mais qui regardent par plaisir, qui regardent entre amis, qui se font plaisir, il y en a même qui mettent les émissions, qui me disent c'est leur rituel, on le met sur la télé en airplay. Écoutez, je fais ce métier pour ça parce que ce métier je le fais pour vous. Peut-être qu'à travers tout ce besoin de parler avec les autres et ce besoin, inconsciemment de reconnaissance, parce que quand on se montre, quand on veut se rendre visible, je pense qu'il faut être un peu torturé soi-même. Je pense que je suis un peu torturé moi-même et je pense que ça joue beaucoup. C'est beaucoup par rapport à mon passé, par rapport à mon enfance douloureuse, où j'étais beaucoup moqué, traité de tapette, traité de pédé, où j'étais isolé, où on me frappait parce que j'étais différent. Et je me souviens que je me disais quand j'étais petit, et ça mon meilleur ami un jour, si je fais un snap avec lui, il vous le dira, je disais la roue elle tourne. Ah bah oui, parce que faut savoir une chose, ça j'avais oublié, mais quand j'étais directeur adjoint des 3 boutiques Burberry, ma directrice, la General Store Manager de l'époque, s'amusait à montrer mes vidéos au printemps Haussmann, à se moquer de moi. Elle avait raconté tout ça, parce que je commençais à faire des vidéos à l'époque, elle avait raconté ça à la grande direction de Burberry, c'était remonté. J'avais été reçu par l'area manager de l'époque en me disant tu ne peux pas faire des vidéos comme ça. Je savais pas encore ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire un truc, je voulais créer de la vidéo. Et là encore, comme au collège, comme quand j'étais enfant, je revis cette période de lynchage où tout le monde se moque de moi, ou quand tu passes dans les couloirs, les gens te regardent, regarde, il fait des vidéos. En partie, grâce à elle, c'est grâce à cette directrice de Burberry, je le dis, j'ai aucune honte de le dire, que j'ai quitté mon travail après chez Chloé, parce que ça m'a causé des problèmes après sur mon autre marque, ce qu'elle a fait. C'est grâce à elle que j'ai réussi à dire stop, à lâcher tout du jour au lendemain et à me lancer dans ma véritable passion. Elle m'a donné le courage. Donc merci, parce que peut-être que sans ça, sans toutes ces moqueries et sans tout ce pointage du doigt de l'époque, c'est grâce à tout ça, en partie, que j'en suis là aujourd'hui. Mais bien évidemment, avant tout, c'est grâce à vous, c'est grâce à toi. Et c'est pour ça que je prends le temps de faire ce calendrier de l'Avent, parce que vous me posez énormément de questions et je veux pouvoir vous répondre à tout. Quand je dis à tout, c'est même les sujets qui me fâchent. Donc on se donne rendez-vous demain. Je vais ouvrir un nouveau papier de ma boîte magique du calendrier de l'Avent et vous en saurez un petit peu plus sur moi et sur ma vie. Gros bisous, à demain.